Quand il publie Un balcon en forêt, il prétend qu'il travaille encore sur ce roman-là. Simplement qu'il a des difficultés à le terminer, qu'il ne sait pas très bien où ce roman-là. Et puis dans les années qui suivent, il abandonne. Et non seulement il abandonne Les Terres du Couchant, mais il n'écrira plus de romans. Il continuera à écrire, il écrira des essais, il écrira ce qu'on appelle la littérature en fragments, donc des recueils comme En lisant en écrivant, des recueils comme Lettrine. Il se rapproche un tout petit peu d'autofiction, d'ailleurs, de temps en temps, mais de l'écriture en fragments, mais plus de romans. On connaît l'existence de ce roman, parce qu'il en parle un petit peu, parce qu'il y a la publication de La route dans la presqu'île. Donc de temps en temps, des journalistes ou des lecteurs lui demandent, mais ce roman, qu'en est-il? Et dans les années 80, il dit, le roman est mort, il ne sera pas publié de mon vivant. Et puis il s'y tient, puisque c'est quelqu'un qui est quand même très entêté. Et donc c'est son exécutrice testamentaire, alors je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom parce qu'il doit être allemand, je ne suis pas germaniste, Bernard Bois, qui a fini par publier le manuscrit inachevé. Que racontent Les Terres du Couchant? C'est assez frappant parce que c'est pas dans le même univers, mais on a l'impression que c'est la suite du Rivage des Scythes. À la fin du Rivage des Scythes, la seigneurie d'Orsena, c'est-à-dire cette grande république ancienne, est menacée par une invasion, on sait qu'elle va la valider. Au début des Terres du Couchant, on est dans un autre royaume, qui s'appelle le royaume de Brégaviel. À nouveau, on est dans un monde secondaire, un monde imaginaire. Un petit peu plus médiéval, un petit peu plus nordique, disons temporel, plus français, on pourrait dire, que la seigneurie d'Orsena. Ce royaume est menacé par une invasion qui vient de l'Est. Le nom des envahisseurs change, mais ce sont des nomades. On a toujours cette image de l'invasion orientale qui menace un État plutôt occidental. Le narrateur et ses compagnons sont des jeunes gens qui, contre l'avis du gouvernement frileux de Brégaviel, comme le gouvernement d'Orsena était un gouvernement frileux qui ne prenait pas d'initiative face à l'invasion imminente, on est toujours dans le même schéma. Ce sont quelques jeunes gens qui décident de partir, affronter l'ennemi, un peu comme un certain nombre de volontaires étaient partis grossir les brigades internationales en Espagne dans les années 30. Mais on est dans un cadre qui est plutôt médiéval, et en fait, le roman inachevé, car il est inachevé, comporte deux parties. Une partie qui nous montre le voyage de ces jeunes gens, la façon dont ils sortent du royaume, dont ils vont s'avancer dans des marches qui sont de plus en plus menacées par l'ennemi, de plus en plus incertaines. Et puis la deuxième partie du roman nous les montre arriver dans la ville de Rocharta, qui est la ville frontière qui est assiégée par l'ennemi nomade, et nous raconte le siège vu de l'intérieur. Et en fait, on ne va pas jusqu'au bout du siège, même si on comprend, puisque vers la fin du roman, une position clé des défenseurs tombe entre les mains de l'ennemi. On comprend que la ville est sur le point de tomber à la fin du roman. On est à nouveau, on est en quelque sorte, même si l'univers n'est pas le même, dans la continuation de ce qu'il y avait dans le Rivage des Scythes. Dans le Rivage des Scythes, on était à la veille de l'invasion. Dans Les Terres du Couchant, on est pendant l'invasion. Et on va retrouver les mêmes thématiques dans Un balcon en forêt. Et on est à nouveau à la veille de l'invasion et pendant l'invasion. Finalement, il y a un thème obsessionnel dans les trois romans que Julien Gracq va écrire dans les années 1950. C'est le thème de l'invasion d'une vieille civilisation qui ne sait plus se défendre, qui ne sait plus réagir devant un ennemi qui est un ennemi déterminé, opiniâtre, effrayant. Alors, le caractère complètement imaginaire de ce monde, le caractère aussi un peu médiévalisant. Alors on est dans une société qui est médiévale, encore des chevaliers. Là en même temps, on est dans une société qui est aussi moderne au sens historique du terme, peut-être 17e, 18e siècle, parce qu'il y a des armes à feu. Il y a un mélange presque syncrétique de différentes influences qui donnent un petit caractère de fantaisie, de reconstruction d'un monde purement imaginaire. Cela étant, il n'y a absolument aucun matériau. Pas de surnaturel. Aucun surnaturel. Et on a affaire à des personnages qui sont certes des personnages sensibles,
sensible rêveur, mais finalement extrêmement rationnel. Il n'y a même pas présence, ici la présence d'églises, de chapelles, etc. Il y a même un ordre de chevalerie, hein, mais la religion, la foi n'ont quasiment aucune place dans cet univers-là. Par conséquent, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais qui refuse la magie, le surnaturel. Et donc, on reste entre deux chaises. On reste entre la fantaisie et puis une littérature plus classique. Et ça ne fait que confirmer. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire que Julien Gracq a franchi le pas de la fantaisie, mais il y a en quelque sorte une espèce de chaînon manquant. Un dernier point avant de vous laisser un peu la parole, ou d'être cuisiné. Il faut savoir que Julien Gracq semble avoir découvert qu'il ressemble ce que nous on appelle la fantaisie et la littérature de l'imaginaire après sa production romanesque. On en a plusieurs traces. Quand il prend sa retraite en 1970, c'est 12 ans après l'abandon de ce roman, il est pendant 2 mois professeur à l'université de Wisconsin, et au cours de ce séjour au Wisconsin, il rend visite à Auguste Derleth, le disciple de Howard Phillips Lovecraft. Et on a quelques traces manuscrites qui montrent qu'il a admiré la collection de BD qui sont impressionnantes de Auguste Derleth. Donc il a été en contact avec cet imaginaire-là. Plus frappant encore, même si on en a peu de traces, à la fin de sa vie, Gracq dit qu'il ne lit quasiment plus de romans. Il préfère lire des ouvrages historiques, des biographies, etc. Mais au cours d'un entretien qui a eu lieu dans les années 1980 avec Jean Rideau, il dit que le dernier roman qu'il a vraiment marqué, qu'il a lu quelques années plus tôt, c'est-à-dire dans les années 1970, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et qu'il a trouvé dans Le Seigneur des Anneaux une vertu romanesque presque intacte. Quelque chose, il y trouve une forme de naïveté, mais une vraie vertu romanesque qu'il ne trouve plus manifestement dans la production romanesque française de son époque. Parce qu'il est assez condescendant avec ses contemporains à la fin de sa vie. Par conséquent, même quand il a abandonné la composition romanesque, il semble malgré tout intéressé par l'imaginaire et par ce qu'on appellera la fantaisie. Et c'est en ce sens que je vois chez lui une espèce de chaînon manquant entre une littérature blanche et puis la littérature d'imaginaire. Alors, un avertissement quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gracq, c'est pas du roman d'aventure. Si vous cherchez du divertissement, c'est pas exactement chez Julien Gracq que vous cherchez. Julien Gracq, je ne l'ai pas précisé, c'est aussi quelqu'un qui écrit de la poésie en prose. Hein. Et en fait, ces romans eux-mêmes ont une écriture extrêmement poétique, très travaillée, très littéraire, et il cherche davantage à toucher la sensibilité et l'intelligence de son lecteur qu'à écrire de la littérature de divertissement. Voilà, pour présenter la très très grande entrée. Donc on va poursuivre la discussion ensemble. Est-ce que d'abord vous avez des... Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Philippe Jaworski sur Julien Gracq, que vous le connaissiez déjà ou que vous soyez novice en la matière? N'hésitez pas. Et puis, il vaudrait mieux que ce soit vous plutôt que le professeur Besson qui ferait des cours sur Julien Gracq. Moi, je voudrais bien savoir quelle utilité vous ressentez à la publication de ce roman. Si Gracq n'avait pas voulu le publier, je pense qu'il avait de bonnes raisons. Mais en même temps, qu'est-ce que vous trouvez de pertinent dans sa publication? Qu'est-ce qui vous a, en tant que chercheur universitaire, je suppose, non, en tant que passionné de Gracq, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce bouquin que vous ne saviez peut-être pas? Il y a plusieurs choses. Le premier grand plaisir que j'ai ressenti, c'est un plaisir de lecteur. Moi, je suis un admirateur de Gracq. Il y avait un inédit qui était publié. Quel plaisir, je me suis rué dessus. Alors, en même temps, j'avais conscience de trahir en quelque sorte l'auteur. Hein. Mais après tout, c'est un lieu commun, mais on dit que les œuvres n'appartiennent plus à l'auteur. C'est le cas. Donc, c'est publié. Alors, je craignais quand même d'être déçu. Parce que je me disais, s'il a refusé de publier, c'est peut-être pour de bonnes raisons.
Et c'est vrai que dans le roman, il y a quelques passages où on sent un tout petit peu l'achèvement. J'avais éventuellement prévu de lire une page, parce qu'elle était assez proche d'un imaginaire fantasy, mais on sent bien qu'elle n'a pas été complètement retravaillée, parce qu'il y a eu une répétition vraiment surprenante, quoi. On ne trouve jamais dans les textes que Gracq a publiés de son vivant. Donc il y a un petit côté inachevé. Malgré ce côté inachevé, moi j'ai été sidéré par la beauté du style. C'est ce que je cherche beaucoup chez Gracq. Il y a d'une part, bien sûr, l'imaginaire, mais le style de Gracq est extraordinaire. Il y a une façon très très particulière de travailler sa phrase. Il organise sa phrase autour de mots-clés que souvent il va souligner. C'est quelque chose qu'il a emprunté au surréalisme, qu'il va souligner en les plaçant en italique. Et il y a un rythme dans la prose gracchienne qui est extrêmement poétique, et ça je l'ai retrouvé. Et j'ai retrouvé des pages, en particulier à la fin de la première partie qui relate le voyage, des pages qui sont d'une beauté étourdissante. C'est d'ailleurs un élément qui me... alors, je fais une digression. C'est un élément qui me ferait penser à rapprocher Gracq de la fantaisie. Pour Tolkien, j'en parlerai tout à l'heure, pour Tolkien, ce qui fait que le conte de fées fonctionne, c'est l'enchantement qu'il génère chez le lecteur méditant. Et Gracq, en fait, se sert de son style pour enchanter le lecteur. Ça reste une lecture exigeante. Mais je l'ai retrouvé, hein. Donc il y a eu un vrai plaisir de lecture. Maintenant, au-delà de la simple curiosité, qu'est-ce qu'il a écrit qui n'a pas été publié, je trouve que sur le plan de la compréhension générale de l'œuvre de Gracq, c'est fabuleux parce que c'est vraiment le roman qui fait le trait d'union entre les deux grands romans de l'œuvre de Gracq, c'est-à-dire Le Rivage des Cirques et Un balcon en forêt. Et d'une certaine façon, c'est dommage qu'il ait refusé de le publier de son vivant parce que ça devient très visible pour le lecteur qui connaît les deux autres romans. Et ça explique ce qu'il disait, que pour lui, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas un écart important entre son roman dit historique, Un balcon en forêt, et puis son roman d'imaginaire, Le Rivage des Cirques, parce qu'en fait la même thématique est filée de roman en roman. Donc pour le plaisir du fan, pour le plaisir aussi de l'amateur de beau style, parce que c'est un styliste extraordinaire, et puis aussi pour la compréhension de l'œuvre dans son ensemble. Pour ces différentes raisons, il me semble légitime de trahir Gracq en le publiant. Je trouve qu'il y avait déjà un rapprochement très fort. Donc moi, voilà, j'avoue, la publication des Terres du Couchant, je suis absolument ravie de découvrir, étant fan, moi aussi, m'avait échappé, ça avait tombé. Je ne sais pas, il y avait peu de communication. Parce que moi, j'ai découvert il y a quelques mois. Bibliothécaire, c'est plus passé dans mon revue. Ça n'a pas été un article parlant, mais bravo. Donc moi, je l'ai raté, n'étant pas bibliothécaire et donc pas abonné à une réseau. Oui, bien sûr. Non, ça a dû quand même avoir un tout petit peu d'écho, mais ça n'a pas eu tout, alors que ça aurait pu, vu la stature de cet auteur, être présenté. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait, c'est ce qui est quand même oui, moi, quand j'ai appris qu'il était publié, j'ai cherché et j'ai trouvé peu d'articles finalement. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a déjà les deux grands romans Gracq. Il y a deux voies de romans, Au Château d'Argol et Un peu ténébreux vont ensemble, et puis les deux autres, Le Rivage des Cirques et Un balcon en forêt, racontent vraiment la même histoire, pas dans le même monde, mais vraiment la même histoire. Un jeune homme rêveur et dans un état d'oisiveté momentanée qui se trouve se prolonger, attend la catastrophe qui ne saura pas manquer de se produire. Dans un cas, il va la provoquer, dans l'autre, on sait qu'elle va se produire puisqu'elle est historique. On l'attend à ce moment-là et à cet endroit-là, précisément dans la forêt des Ardennes. Les personnages féminins, Vanessa d'un côté, Mona de l'autre, qui sont des personnages de femmes fées qui font une espèce de rôle d'intercesseur entre les deux mondes, sont très proches. Il y a vraiment des échos. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il est écrit la version imaginaire avant
la version réaliste, comme s'il avait fallu ce détour pour raconter ce qui est sa propre histoire, parce qu'il a également vécu la drôle de guerre avant d'être prisonnier à Dunkerque. Pour raconter sa propre histoire, il a d'abord fait ce détour par l'invention d'un monde secondaire, et un deuxième détour apparemment par les terres du couchant, avant de pouvoir en revenir à quelque chose qui était une écriture. Oui, il y a effectivement un rapport très très intime entre ce que Gracq écrit et puis son vécu. Il fait une confidence qui est assez frappante. Il note, je crois que c'est dans les tribunaux, que pendant 18 ans, peut-être un peu moins, si pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il a eu un souvenir extrêmement net de son expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il a écrit Un balcon en forêt. Et il dit que depuis qu'il a écrit Un balcon en forêt, en fait, ses souvenirs de la guerre se sont émoussés, dissipés. Donc il y a quelque chose de la substance même, de la sensibilité, de la mémoire qu'il a passé dans le roman. Et Un balcon en forêt est d'autre part un roman donc à la fois réaliste dans son contexte et peut-être un des plus chargés d'imaginaire mythologique, puisque ça se passe dans cette forêt des Ardennes. Il y a un bruit. Attends, mais ça doit être la musique en fait. Au départ, je pensais que c'était un téléphone. Décroché. Le réflexe du prof. Les voyants étaient cette chose. Donc en fait, pas du tout, c'est juste des bruits lointains qui m'arrivent. Donc je reprends. Donc il y a toute une mythologie germanique, il y a l'imaginaire des contes et légendes, il y a le petit chapeau rouge qui passe, etc. Donc en fait, on n'a pas là encore une distinction si nette chez lui, parce que l'héritage des signes qui est dans un autre monde est au contraire assez carré, assez rationnel, comme tu le disais. Et alors qu'en revanche, il y a beaucoup d'onirisme et de mythes qui passent dans les Ardennes du Balkans. En passant d'un roman à l'autre, moi je suis frappé par la circulation des images. Par les images, je parle vraiment des métaphores. Il y a dans certains romans des métaphores filées sur deux ou trois phrases qui deviennent le sujet du roman. Dans Un beau ténébreux, il y a un moment donné, une métaphore, un beau ténébreux se déroule donc en Bretagne, au bord de la mer. Il y a une métaphore qui évoque le fait que les personnages qui sont dans cet hôtel, qui sont les estivants, sont dans la situation de gens habitant de grands palais en bord de mer, menacés par une catastrophe imminente. Et en fait, c'est le sujet du réflexe des siècles. Pour à nouveau répondre à votre question, j'ai trouvé mon phénomène dans Les Terres du Couchant par rapport à Un balcon en forêt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans Les Terres du Couchant, qui a priori est un roman d'imaginaire, il y a à un moment donné une métaphore qui prépare Un balcon en forêt. C'est-à-dire que le personnage principal, au cours d'une de ces étapes, prend une pension dans une petite ville qui est au contact de la forêt. Et il y a un orage et il observe la forêt comme son balcon. Et la forêt est comme une mer. Voilà, il y a des images qui circulent d'un roman à l'autre et qui filent en quelque sorte les romans. Si vous en avez eu, ce serait oui. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre le fait que Gracq soit thématiquement pour les entrevues, en fait, rapprochement chez les poésies et. J'ai un peu de mal à vous entendre. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre le fait que Gracq soit stylistiquement dans un entre-deux thématiquement dans un entre-deux entre littérature blanche et fantaisie, et stylistiquement dans un entre-deux aussi, puisque entre roman et poésie, puisqu'on va souvent qualifier même, il y a écrit la poésie en prose, mais on a aussi souvent qualifié ces romans de romans poétiques, qui sont un genre à part entière, qui serait l'un des premiers en longtemps. Est-ce que vous faites un rapport entre le fait qu'il soit un peu tout le temps, finalement, dans un entre-deux Je vais risquer une interprétation qui est condamnable, puisque il s'agit de rapprocher l'homme de l'homme, ça c'est toujours risqué. Gracq est quelqu'un qui se singularise. C'est quelqu'un qui reste toujours un peu... on citait le cas du Goncourt refusé. C'est quelqu'un qui refusera aussi la Légion d'honneur, qui refusera les invitations de François Mitterrand. Alors que
Il est en contact avec le pouvoir, parce que par ailleurs, il a fréquenté Matignon et l'Élysée quand Georges Pompidou était Premier ministre et président de la République. Mais ce qu'il fréquentait, ce n'était pas l'homme de pouvoir, c'était son ancien ami, Benoît Mathieu. Donc, il est toujours dans cette prise de distance. Et alors, peut-être que ça peut expliquer aussi son originalité, tant sur le plan stylistique que sur le plan de l'imaginaire. Le fait d'être toujours à côté des écoles. Il est passionné par le surréalisme. Quand il est invité aux États-Unis pour être professeur, il va entre autres faire des cours sur le roman en français de l'après 45 et sur le surréalisme. Il fera des conférences sur André Breton. Mais dès 1939, il s'est mis d'accord avec Breton pour ne pas rentrer dans le groupe surréaliste. Donc il conserve toujours ce fantasme, qui explique d'ailleurs aussi son pseudonyme, Julien Gracq, le prénom qu'il adopte, c'est en hommage à Stendhal et à Julien Sorel, et c'est toujours pour souligner une espèce de prise de distance avec la société et le monde. Alors sans doute que son originalité, tant thématique que stylistique, peut s'expliquer par ce rapport. Alors c'est particulier parce qu'on peut se dire quand même que c'est quelqu'un qui est très condescendant, qui est un peu méprisant. Il paraît que c'était quelqu'un de très accueillant. Mais là encore, on a des bruits qui sont contrastés. Hein. Il y a des bruits de certains anciens élèves qui disent que c'était un professeur très organisé, mais très froid, alors qu'à Saint-Florent-le-Vieil, il recevait n'importe qui venait discuter avec lui, et il était capable de passer des heures avec lui. Donc difficile à saisir, en tout cas, il y a une prise de distance. C'est sans doute une clé pour comprendre aussi la prise de distance avec le monde. Hein, je ne sais pas si c'est le refuge, ou en tout cas le détour par l'imaginaire que tu évoquais. C'est vrai qu'il commence par un détour imaginaire avant de revenir sur ce qu'il a vécu, lui. Mais il est à part. Il est à part en tout. Un autre trait comme ça qui est à la fois thématique et stylistique et qui en fait cette espèce de schéma manquant, c'est la place de la description. Puisque c'est un écrivain géographe et le roman poétique est souvent placé sous ces auspices d'une espèce d'immobilité très belle et qui caractérise très bien l'œuvre de Gracq, qui est une attente qui jamais n'explose à la fin. Et donc cette place de la description qui là encore peut expliquer pourquoi il est Tolkien, et la manière dont ces univers nous parlent en termes de worldbuilding, de construction, voilà, parce qu'il attribue une attention, il met une attention sur les petits détails de la nature qui entourent les personnages, que cette nature soit pas réaliste, et voilà, ce sera la même, et il va investir là-dedans, notamment tout un lexique spécialisé du géographe qui fait que ces descriptions ont une saveur très particulière, à la fois une précision et une étrangeté tout à fait particulière. Même son langage est une barrière à l'action. Quand je ne me souviens plus de l'histoire d'échelle que les deux protagonistes vont aller chercher, mais ça dure 3 pages. On se dit, oui, vas-y, avance. À part ça, on se réjouit quand même, parce que tout est beau. Et vous avez raison en fait, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a bloqué dans la composition de ce roman. Hein. Il y a très peu de scènes d'action, et elles arrivent de façon assez surprenante finalement, parce que le rythme du roman est très très lent. Et puis, alors qu'on s'achemine, alors Gracq disait qu'il avait eu du mal à saisir en fait le fil directeur de son œuvre. Hein. Alors qu'on s'achemine vers la catastrophe, en fait, dans la deuxième partie, on est dans une peinture de plus en plus sereine de la ville assiégée. Alors qu'il y a une atrocité quand même qui a eu lieu et qui est décrite du reste. Donc c'est vrai que l'écriture descriptive de Gracq rassérène en quelque sorte le roman en ce qui me concerne le lecteur, parce que c'est vraiment magnifique, mais est en décalage avec ce qu'on attend d'un roman d'évasion. Hein.